Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Alors, dans quelques instants, on aura Benjamin Castaldi avec nous. Il vient nous parler de son dernier livre, Et si tu devais ne plus m'aimer, qui paraît aux éditions du Rocher. Il parle de sa grand-mère. En fait, c'est un roman inspiré de l'histoire d'amour entre Yves Montand et Marilyn Monroe. Et c'est écrit à la première personne. C'est Madame Signoret qui parle. On en parlera avec lui, puis on va lui parler de l'émission de la série culte, puisqu'il était au cœur de cette série, donc c'est à suivre il dans passe pour un un bonnet instant. dans la série, donc on lui dira. Allez, on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. J'en suis sûr que vous allez en parler dans vos débats. Il est l'intrus, celui qui gâche la fête de la réconciliation entre la France et le Maroc. Hier, toutes les chaînes n'avaient qu'une seule info à donner, alors qu'il y en avait plein d'autres, sur le voyage officiel d'Emmanuel Macron au Maroc. La présence donc de Yacine Bellatar. Petit zapping des chaînes faites par Quotidien. Oui, on rappelle que près de 120 personnes accompagnent le chef de l'État, mais un nom ne figurait pas dans la première liste officielle des invités. Il y était dans la deuxième, envoyée un petit peu plus tard. Il s'agit de l'humoriste Yacine Bellatar. Et cette polémique autour de la délégation qui entoure le président. Un invité surprise dans la délégation d'Emmanuel Macron au Maroc. La présence dans cette délégation de Yacine Bellatar. L'humoriste controversé Yacine Bellatar. Et c'est surtout dans les médias très à droite que cette invitation ne passe pas. CNews n'était pas loin de passer en édition spéciale, et ce, dès 6h du matin. Yacine Bellatar, humoriste de profession, et il est en jogging basket. Ça, c'est pour les commentaires que, évidemment, je ne reprends pas. Il avait déclaré aussi qu'il n'était pas Charlie, qu'il n'était pas Nice après les attentats. La présence de Yacine Bellatar, qui, je le rappelle, a été condamné pour menace de mort. L'homme qui murmure à l'oreille très régulièrement de Macron. Alors je trouve que c'est un montage un peu tronqué parce que puisqu'il parle des chaînes entre guillemets de droite ou appartenant au groupe Bolloré, on aurait pu mettre les extraits avec Cyril Hanouna qui l'a défendu et qui a expliqué différentes choses. Donc là aussi, non, mais c'est surtout qu'on peut se demander pourquoi il a invité Caroline Fourest a fait son éditorial sur le sujet. Je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus, Yacine Bellatar. Donc c'est en gros, vous êtes d'extrême droite si vous vous indignez de la présence de Bellatar. Alors là où ils ont raison, c'est qu'effectivement il y avait aussi, et nous on l'a dit ici, François-Marie Bagné et monsieur Gilles Delguerard qui lui a été condamné aussi à 2 ans de prison pour violence physique, mais néanmoins on peut quand même s'interroger sans être d'extrême droite. Et puis il y avait d'autres personnalités, comme Gérard Darmon. Oui, mais non, mais sur les gens qui font polémique, c'est là-dessus qu'ils s'indignaient en disant oui, mais voilà. Bon, bref. Bon, je vais vous parler de quelque chose dont on a parlé beaucoup en antenne tous les deux. Free et le vol de données, de tous les clients de Free. Comment une société spécialisée dans les réseaux, qui propose même de protéger votre maison, puisque vous avez un kit pour protéger votre maison chez Free, qui vous offre même un antivirus McAfee, a pu se faire voler toutes les informations de ses abonnés, y compris leur info bancaire. Voilà les questions qu'on se pose. Petit reportage dans le 20h de France 2. Il serait 19 millions de personnes victimes d'une cyberattaque. Leur point commun, être client chez l'opérateur Free. Un pirate a soutiré des données personnelles, dont des coordonnées bancaires. Parmi eux, Icarou Frey. Abonné depuis 4 ans chez Free, il a reçu hier soir ce courriel. Cette attaque a entraîné un accès non autorisé à une partie des données personnelles, nom, prénom, adresse, IBAN. Cet entrepreneur redoute que son IBAN, l'identification de son compte, tombe dans de mauvaises mains. Ça devient un peu plus inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec déjà. Et quand ça touche évidemment aux données bancaires, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce hacker traque les fraudes. Il est l'un des premiers à avoir alerté sur cette gigantesque fuite de données. Il a repéré 100 000 IBAN déjà disponibles sur le Darknet, l'Internet clandestin. Et donc là, ça c'est la page de vente, donc le message que ce cybercriminel a posté. Je pense que c'est la fuite la plus importante de l'histoire des opérateurs téléphoniques en France, et entre autres pour Free. Nos coordonnées, les coordonnées de certains IBAN sont déjà en vente sur le dark web. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas grand-chose. J'ai appelé cybermalveillance.gouv, notre ami de cybermalveillance. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il m'a dit surveiller vos comptes. Voilà, s'il y a des prélèvements un peu frauduleux, bizarres. La seule chose, c'est signaler, évidemment, dès que à votre banque, vous avez ça. Et vous avez, ils ont 13 mois, vous avez 13 mois devant vous pour être remboursé. Ils sont obligés de vous rembourser. Mais le problème, c'est surtout Free. Free n'a pas répondu oui, vous les avez
différents messages. Les gens du 20h aussi, ils ont appelé le service client. Mais pour l'instant, il y a eu un communiqué de presse. Moi, c'est ça que je trouve un peu... Parce que nous, on a confiance quand on donne nos coordonnées. Tout ça, on n'a pas le choix. Sinon, on n'a pas de réseau, on n'a pas de fibre, on n'a pas Internet. Donc... on est obligé de donner notre IBAN et ils ne le conservent pas. Ce qui est rare aussi, c'est que souvent les coordonnées, les IBAN et autres sont pas sur les mêmes serveurs, justement pour éviter ce genre de choses. La grosse faille. Là, c'est bizarre que tout était concentré. Un auditeur me dit rien à faire, sinon changer d'opérateur ou demander un nouveau SEPA. Mais en fait, c'est déjà trop tard puisque votre IBAN, il change pas. Ou alors effectivement, il faut peut-être, je sais pas. Notre auditeur a raison sur une chose, c'est que logiquement, le prélèvement doit être autorisé par votre banque. Vous devez faire une autorisation de prélèvement. On ne peut pas prélever comme ça. Il a raison sur ce qu'on appelle le SEPA. Restons dans le vol, Valérie. Alors là, évidemment, j'ai fait un petit zapping pour vous quand même. Là, je sais que ça va vous révolter. Ça devient inquiétant. Il y a un phénomène en France de plus en plus important, le vol de votre chien. Les gens vont directement dans vos jardins ou quand vous promenez votre chien. Voilà, de plus en plus de particuliers se font voler leur chien. Reportage dans Bonjour sur TF1. Elle a préféré nous donner rendez-vous sans son chien. Il y a 15 jours, on l'a agressé pour lui arracher de force. C'est là où ils m'ont attrapé et mis au sol pour me frapper dans les côtes, sur tout mon corps et me sortir le couteau pour me le mettre dans la jambe. Tout ça pour voler mon chien. Heureusement, son berger allemand contre-attaque et mord les agresseurs. La jeune femme a déposé plainte. En France, les vols de chiens se multiplient. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de propriétaires signalent la disparition de leurs animaux. Certains vont même jusqu'à proposer 10 000 € de récompense, plus que la valeur du chien. Parmi les races les plus dérobées, le border collie, le chihuahua, le husky de Sibérie, le berger australien et le terrier Jack Russell. Les chiens ciblés sont jeunes pour les revendre illégalement ou plus vieux pour la reproduction. C'est terrifiant. Et vous imaginez, on vous vole votre chien. Oui, bien sûr. Et pour vous, ça n'a aucune valeur monétaire, c'est une valeur affective. Je trouve ça d'une violence totale. Je vous en ai parlé dans un blog il y a 15 jours. On est mercredi, c'est le grand jour. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit ce mercredi, ce qu'il y avait? Oh là là, je vois que vous cherchez. Depuis 6 heures ce matin, c'est jusqu'à 21h, eh bien la diffusion non-stop de la petite maison dans la prairie. C'est les 50 ans de la petite maison dans la prairie sur Sister. Et point d'orgue de cette journée, ce soir, on fête donc les 50 ans avec une série documentaire. Et Sister a laissé sur les réseaux sociaux quelques extraits, donc je vous en ai pris un, dans lequel on découvre un bus tour. Vous pouvez faire un bus tour, petite maison dans la prairie. Où ça? Là où il y a sur les lieux de tournage, il vous emmène même dans le lieu emblématique de la série, la fameuse colline où est tourné le générique. Et on va savoir pourquoi la petite fille tombe. Écoutez. Mesdames et messieurs, après le virage, regardez bien par la fenêtre. On va découvrir la reconstitution du générique du début, y compris la chute de Carrie. On se rappelle tous que Carrie tombe, mais savez-vous pourquoi? Pendant le tournage, ils ont tout à coup décidé d'appeler Sydney, et en descendant en courant, elle est tombée. Mais pas par maladresse. En lui remettant ses chaussures, sa maman avait inversé la droite et la gauche. En fait, les marguerites ne poussent pas en Californie, alors que dans le Minnesota, si. L'équipe de tournage a accroché des marguerites dans l'herbe. D'ailleurs, Melissa Sue Anderson s'est pris les pieds dans les fils de fer qui tenaient les marguerites. Michael n'a pas gardé ça au montage. Il adorait faire des blagues, mais jamais aux dépens de quelqu'un. Ça vous a plu, ça, comme son... Incroyable. Donc, les coulisses de la petite maison dans les prairies, c'est ce soir à 21h sur Sister. Avant-hier, j'ai pas pu passer le son hier parce qu'on a eu un invité un peu bavard, Patrick Sébastien. C'était Louane qui était dans C'est à vous pour présenter son nouvel album, fait avec son musicien. Vous savez, son chéri, il est musicien. Ils ont interprété ensemble le nouveau titre de Louane qui s'appelle Soleil. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté. Je compte les heures où on peut se retrouver. Nouvel album donc qui sort. Oui, ça va, vous aimez Louane? Ouais. Elle a une jolie voix, Louane. Bon, alors on va tout savoir sur Culte. Sur Marilyn Monroe, du livre, effectivement. De Benjamin Castaldi. Ça doit être incroyable quand même d'être le petit-fils de Simone Signoret. Et voilà, je lui demanderai si sa grand-mère lui en a parlé de son vivant. Allez, on se retrouve dans un instant avec Benjamin Castaldi. Restez avec nous. À tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Benjamin Castaldi. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Ravi de vous recevoir. Et si tu devais ne plus m'aimer, c'est votre dernier livre qui paraît aux éditions du Rocher. Très belle couverture avec votre grand-mère, Simone Signoret, votre... beau-père, grand-père, beau-grand-père. Par alliance, en tous les cas. Yves Montand, et cette photo dessous de Marilyn Monroe et d'Yves Montand. J'ai trouvé que c'était un très beau livre. En fait, vous faites parler votre grand-mère à la première personne. Exactement. Pour raconter ce moment très précis où elle va à New York pour récupérer son Oscar. Ah ben, Hollywood. Oui. À Hollywood, qu'est-ce que j'ai dit à New York? Non, elle va déjà à New York voir son... C'est pas faux ce que vous dites, parce qu'elle va à New York voir son mec chanter, son mari, qu'elle aime plus que tout, dont elle est fan, dont elle est la première fan, la première groupie. Elle est groupie. Moi, c'est ce qui m'a... Alors, on le voit dans la pièce, pour ceux qui ont vu votre pièce, qui a été diffusée d'ailleurs sur France 2. Qui est disponible en replay sur France.tv. Bravo pour la promo. J'ai tellement adoré, mais tellement adoré. Et donc, on voit quand même une femme, moi, c'est ce qui m'a le plus surprise, et dans la pièce et dans le livre, c'est cette adoration qu'elle avait pour lui, presque jusqu'à la soumission. Alors, oui et non. C'était à la soumission, oui et non, parce que dans le livre, on voit bien les moments où ils s'engueulent les deux. C'est quand même une guerre d'ego, ces deux comédiens, ces deux artistes. Donc ils se font pas de cadeaux. Mais moi, ce qui m'a, en fait, parce que j'ai déjà parlé un petit peu de ce thème-là, même beaucoup dans la pièce, déjà Magolo Matin, mais quand j'ai travaillé sur la pièce et après, j'ai visionné des kilomètres d'interviews, notamment l'interview de France Roche, qui est extraordinaire, où France Roche tourne autour du pot pour essayer de lui faire parler de Marilyn, ce que ma grand-mère n'a jamais fait, a posteriori. Elle en a parlé un peu dans la nostalgie de son livre, mais elle n'en parlait pas. Et j'ai vu plusieurs phrases qui m'ont fait penser, et c'est pour ça que je l'ai fait à la première personne, que j'en ai fait un roman, même s'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Je pense qu'elle s'est inventé un personnage. Elle nous a fait croire des choses qui n'étaient pas la réalité. Elle vous en avait parlé à vous? C'est ce que je me suis demandé en lisant le livre, parce que c'est très précis. C'est très précis. C'est très documenté. Oui, c'est ça, c'est la question. C'est très documenté. Jamais vous n'avez évoqué ce sujet-là avec elle. Ce sujet était tabou. Vous aviez quel âge quand elle est morte? J'avais 15 ans. Elle est morte en 85. Et oui, vous racontiez même dans un autre livre que moi j'ai lu sur elle, que vous partiez sans qu'elle vous dise qu'elle a un cancer du pancréas. Cancer du péritoine. Du péritoine, et vous regrettez qu'il n'y ait pas eu ce dialogue et que vous appreniez... Je regrette des millions de choses, mais c'est vrai que je ne me suis pas du tout intéressé à ma grand-mère avant qu'elle ne meure. Et votre mère, elle, s'y était intéressée ou pas? Ah oui, ma mère était au cœur du système quand même. Oui, mais est-ce qu'elle vous en a parlé? Elle vous a parlé de cette séquence-là en particulier? Alors, ma mère m'en a pas parlé un peu plus tard, parce que ma mère, elle a vécu ça de façon très violente. C'est qu'elle était à l'époque en vacances. Elle était, je crois, dans le sud-ouest, à Saint-Jean-de-Luz, et elle était sur la plage, et il y a un crieur de journaux qui dit tout sur l'affaire Montand Marilyn. Et donc elle l'avait raconté elle dans son livre, et c'est vrai qu'elle l'a pris en pleine face. Et ma mère, d'ailleurs, un trésor, c'est qu'elle a une photo dédicacée de Marilyn Monroe, to Catherine, etc. Qui a l'Oscar de... C'est ma sœur. C'est ma sœur. Et c'est vrai que... la photo? Et la photo? Quelle photo? De Marilyn Monroe à... La photo, c'est ma mère. Oui. Et c'est vrai qu'elle a vécu de façon un peu tragique, parce que ça a été... c'est un basculement, de toute façon, on va pas se mentir. Ça a été le drame de sa vie. C'est pour ça que on va peut-être me dire, ça fait quand même beaucoup de fois que vous en parlez, mais là, je pense avoir été au bout de mon travail, et c'est un travail quasi universitaire, parce que j'avais les correspondances de ma grand-mère avec Montand, dans lesquelles ils se sont écrits pendant cet épisode dramatique, parce qu'elle s'en va, elle le laisse. Elle le laisse à Los Angeles. Oui, parce qu'elle tourne, elle tourne à Rome, et en plus, elle tourne un rôle de cocu. Et elle arrive à Rome, où tout le monde entier, parce qu'il faut quand même se figurer que elle a été vraiment trompée, mais aux yeux du monde entier. Ça a été des dizaines de unes, etc. Donc je pense qu'on se remet difficilement de ça. Et elle a eu cette intelligence, ou ce culot, ou cette prestance, ou je sais pas ce que c'est, mais c'est certainement très animal, de s'inventer une femme digne, une femme forte. Oui, de se dire...
Qui pourrait en vouloir d'être trompé par Marilyn Monroe? Vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn. Et je pense que c'est un faux nez parce que je pense que ça l'a totalement détruite. Oui, mais à contrario, vous disiez dans un autre livre, toujours le même que j'ai lu, faut pas oublier que Yves Montand, il épouse Casque d'Or et il finit avec Madame Rosa. Alors oui, mais sauf qu'en 60, c'était pas le cas encore. Et pareil, même cette lente. C'est vous qui avez dit ça. Non mais non, en fait je l'ai dit parce que Montand avait eu cette phrase qui avait choqué à l'époque, qui avait dit c'était facile d'être avec Casque d'Or, il a fallu beaucoup d'amour pour rester avec Madame Rosa. Ouais. C'est un petit peu différent, mais c'est la phrase exacte. Oui. Non, mais dans le livre, il y a aussi la relation qu'elle avait avec Marilyn Monroe, qui était une amie. Ah oui. Et elle ne lui en veut pas. Hein. En tout cas, dans le texte que vous imaginez. Elle lui en veut un peu parce que quand elle découvre l'affaire et qu'elle est dans sa chambre de robe, et ça, par contre, c'est romancé, mais c'est un peu la vérité, c'est qu'elle a récupéré toutes les unes qui avaient été faites sur cette histoire, et puis elle a fait une enveloppe. Elle a mis toutes les photos, tous les articles, et puis elle a envoyé ça à Montand avec un seul mot, pourquoi. Donc en fait, je pense qu'elle s'est fait un peu Kaiser Soze par Marilyn. Il lui a répondu. Alors en fait, Montand est resté extrêmement silencieux. En fait, il a totalement disparu des radars pendant une période. D'ailleurs, historiquement, elle n'est pas là à l'aéroport quand il rentre. Hein. Mais Yves Montand, il a tiré son coup ou il était amoureux? Comme vous y allez. Non, Montand n'était pas amoureux de Marilyn. Non, je pense. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que je lui fais dire dans le livre, c'est qu'en fait, elle dit en plus, tu l'as assez mal traité parce que ça a dû se faire 3 ou 4 fois. Et Marilyn était amoureuse? Ah oui. Alors ça, c'est la partie historique qu'on ne sait pas, mais c'est que déjà il y a une légende, mais qui n'est visiblement qui n'en est pas une, c'est qu'elle est tombée enceinte de Montand. Déjà, ça a été révélé par la famille Strasberg, qui sont les héritiers de Marilyn. Et il y a toutes les cassettes de ce qu'elle a dit à son psy qui ont été sorties, je crois que dans le Times où il y en a. Absolument. Et dans ces récits-là, elle parle très très souvent de Montand, et pour une raison simple, c'est que Montand lui rappelait vraiment à 100% son premier mari, Di Maggio. Même personnage italien, un peu macho, etc. Et donc, elle était vraiment fan de Montand. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, c'est qu'elle aurait fait une fausse alerte à la bombe pour que l'avion qui ramenait Montand faisait escale à New York pour qu'il s'arrête plus longtemps, et elle est venue le chercher à l'aéroport, et ils ont fait le tour de Manhattan où elle l'a supplié de rester, et il est parti, et à la fin, ça Montand me l'a raconté, il lui a dit mais pourquoi tu ne restes pas? Il lui a répondu très froidement parce que je ne t'aime pas, et il a fermé la porte. Et Montand, lui non plus, ne vous en a pas parlé? Si, oh là là. Il m'a tout raconté. Je connais absolument toute l'histoire avec Marilyn. Il en a parlé parce que je pense que pour une fois c'est la vérité. Je pense que lui ne voulait pas du tout de cette histoire, paradoxalement. Alors que, bon, on sait qu'il était plutôt séducteur. Mais il était très sexuel, vous disiez. Vous à un moment dans un livre, vous racontez qu'il vous a montré des revues. Non, c'est pas. Non, il m'a pas montré. J'ai trouvé toutes ces revues de cul. J'ai trouvé toutes ces revues de cul et ces cassettes de cul d'ailleurs aussi. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Les temps ont changé. Maintenant, ils ont Internet. Moi, j'avais Playboy et lui. Mais il était très sexuel. Oui, très sexuel, c'est vrai. Mais pour ce coup-là, je veux bien le croire parce que faut comprendre que lui, c'était une souffrance. Ce tournage n'a été que souffrance. Parce qu'il parle pas anglais, ou très mal. Il apprend son texte en phonétique, il sait à peine de quoi il parle. Il a une femme qui en plus est brillante, qui a l'Oscar, qui rayonne, qui est en plus très copine avec Marilyn. Ils passent leur temps à faire des soirées. Oui, des dîners, c'est ce qu'elle raconte avec Arthur Miller. Voilà, elle se pochetronner tous les soirs et à raconter des conneries. Ce qu'on voit dans Bagalo 21, la pièce de théâtre, où la façon dont dans la pièce, c'est une pauvre fille quand même. Qui ça? Marilyn Monroe. Non, c'est pas une pauvre fille. C'est que elle va pas au tournage. Non, mais elle était casse-pied. Lui, il va sur le plateau, elle est pas là, ça l'énerve. Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est passé ça parce que, et ça c'est ma théorie, c'est ce que je mets dans le livre. C'est ce que vous racontez dans ce livre-là aussi. Elle est en fait totalement fascinée par le couple. Et plus elle découvre le couple, et plus elle est malheureuse, et plus elle se dit qu'est-ce que je n'ai pas moi dans ma vie. Parce que eux, ils sont heureux, eux, ils ont le succès. Alors ce qu'elle a aussi, mais beaucoup moins parce qu'elle n'a pas de succès critique, Marilyn à l'époque. Hein. Elle vient faire Saint-Alem Show, elle n'est même pas nominée aux Oscars, où elle est prodigieuse dans ce film. Donc, et en fait, je pense qu'elle est fascinée par ce couple, et elle se dit si je vole l'homme, je vais récupérer l'histoire et l'aura du couple. Et ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dans la pièce. Oui, ça c'est dans le livre aussi. Dans le livre, c'est vraiment le cœur de la psychologie
psychologie d'ailleurs, parce que vous êtes aussi renseigné sur Marilyn Monroe. Énormément. Énormément. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur elle, sur le couple aussi avec Arthur Miller, sur ces rencontres qui ont eu lieu. C'est quand même elle qui l'impose, Marilyn Monroe sur le film. Hein. Elle a quand même décroché son téléphone pour dire à Cukor, qui était le metteur en scène, voilà, j'ai trouvé le mec qui va jouer, et il lui dit, attends, on va peut-être réfléchir. Non, mais en anglais, il le dit, I'm not asking you, I'm telling you, ce qui veut dire, je te demande pas ton avis, ça va être comme ça, parce qu'elle était productrice, qu'on ne sait pas. Aussi, Marilyn Monroe sur le film. Ouais. J'ai eu la chance d'interviewer Tony Curtis qui me disait que c'était une très mauvaise comédienne. Oui, parce qu'il ne l'aimait pas. Ouais. En fait, elle a vécu l'enfer avec Tony Curtis et Jack Lemmon. Ça a été un tournage atroce. Alors ça, ma grand-mère l'a raconté, parce qu'en fait, elle est rentrée de ce tournage traumatisée, parce que les deux étaient épouvantables avec elle. Ouais. Et lui, en tout cas, s'est vengé, entre guillemets, après, puisqu'il a écrit un livre sur cette relation où il dit qu'elle a perdu un enfant, qu'elle était enceinte de lui aussi. Oui, elle tombait beaucoup enceinte, non, mais c'est pas une blague. Mais il racontait cette scène où elle avait, pour ouvrir et fermer un tiroir, dû refaire 20 fois la scène. Quoi. Alors, je ne sais pas si elle était vraiment bonne comédienne ou pas. Moi, je te dis, il y a des films que j'ai vus d'elle, j'en ai vu quand même pas. Elle est plutôt formidable, je trouve. C'est un jeu. Et dans les Misfits, elle est prodigieuse. Hein. En fait, c'est une femme qui n'a jamais été aimée. Je ne sais pas si elle n'a pas été aimée. En tout cas, elle a été. Joe DiMaggio qui a. Je pense que le seul amour de sa vie, c'est Joe DiMaggio. Qui a déposé une rose sur sa tombe et qui continue. Qui s'est occupé de l'enterrement, où il a refusé tout le monde. Je pense que c'est le premier homme de sa vie, c'est lui. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Plutôt Yves Montand ou plutôt Simone Signoret? J'aurais aimé vous dire les deux, mais je pense que parce que ma grand-mère n'a pas forcément fait des films qui ont traversé les décennies. Alors que Montand, ces films, ils se jouent encore, et quand ils se montrent à la télévision, certains font un carton. Quand on remet Jean de Fleurette, ça fait 4 millions. Absolument. La Folie des Grandeurs, ça fait 7 millions. Et puis il a quand même fait des films comme Le Cercle Rouge, comme Le Sauvage. Donc c'est des films qui sont paradoxalement restés plus dans la culture, la pop culture, j'ai envie de dire, que ma grand-mère. Parce que le chat, oui, c'est resté. La Veuve Coudert, un peu. On en reparlait avec La Mort de Delon. Mais c'est des films en noir et blanc, c'est des films pour certains qui sont assez datés. Ah ouais, puis Madame Rosa, ça reste un film un peu, c'est un film élitiste quand même, quoi qu'il en soit. On marque une pause et on se retrouve avec vous, Benjamin Castaldi. Je rappelle le titre de votre livre, et si tu devais ne plus m'aimer, il y a des guillemets parce que c'est une phrase qu'elle a prononcée, votre grand-mère. C'est une phrase qu'elle lui a écrite. Quand dans sa correspondance, elle lui explique qu'elle est très malheureuse et elle lui dit si tu ne devais plus m'aimer, essaie de m'aimer bien. Passe complète. On continue avec vous dans un instant, puis on va parler télé aussi avec vous. J'adore la télé. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Benjamin Castaldi. Je rappelle le titre de votre livre, Et si tu devais ne plus m'aimer, qui est paru aux éditions du Rocher. C'est un très beau livre. Enfin, franchement, quand je dis beau, c'est que on rentre dans la tête de Simone Signoret. Voilà, ça commence. Nous sommes le 29 septembre 85 et je vais mourir demain. La fin est très émouvante aussi. C'est un livre tout en subtilité, qui est assez avec des chapitres assez courts et qui permettent de comprendre cet épisode de la vie très particulier de Simone Signoret, qui est fondateur de ce qu'a été la vie de Simone Signoret. On va parler télé aussi avec vous. Bien sûr, mais que j'y sois plus. Et juste avant, pour finir avec le livre, est-ce que vous pensez que sans Marilyn, il serait resté aux États-Unis, sans l'histoire d'amour, et elle aurait fait carrière là-bas ou pas? Qui ça? Yves Montand et Simone Signoret. Ma grand-mère, elle a fait quelques films américains, mais elle n'est pas énormément. Et Montand avait un contrat de 3 films, puisqu'il avait signé un contrat pour $100 000 à l'époque, ce qui était considérable. Mais on ne peut pas dire que son acting américain ait bouleversé le pays. Je suis tout à fait honnête. Donc il aurait pu s'accrocher. Mais non, je pense qu'il a très vite compris que c'était pas forcément son truc de tourner en américain. En américain. Et elle en tout cas, pas pour le moment, pas à cette époque-là en tous les cas. Parlons télé, culte en particulier. La série. Oui, la série. Vous savez où vous passez pour un benet? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, c'est marqué. En même temps, est-ce que c'était pas le cas à l'époque? C'était votre première benet. Je vous ai menti, Valérie. Excusez-moi, regardez les émissions quand même, j'avais un certain niveau. Vous étiez excellent, mais c'était la première grande émission que vous animiez. C'était pas obligé de nous faire passer pour un abruti, certes. Mais vous êtes timide, vous avez un rôle un peu, effectivement. Ouais, j'ai pas le rôle, en fait.
Non, il n'y a pas de rôle. Vous passez. Ouais, je passe. Et c'était le cas ou pas, où vous avez eu... Donc on rappelle, hein, cette série culte passe sur Amazon Prime, sont les coulisses de Love Story, de l'émission Love Story. Première émission de télé-réalité en France, présentée par vous sur M6. Vous avez pensé quoi, effectivement? J'ai adoré la série, je vous dis franchement, je trouve ça très très bien fait. J'ai trouvé les comédiens extraordinaires. La comédienne qui fait Loana, est incroyable. Et celle qui fait Alexia est incroyable. Alexia Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à voir la série. Après, je connais tellement de choses sur le Loft et l'histoire de ce qui s'est réellement passé que parfois on se dit il y a une ellipse. Il y a des choses qui ont été. Mais bon, c'est clairement affiché comme étant, ils le disent en début, une fiction. Après, si je dois faire un reproche, c'est que les seuls qui ont gardé leur nom et leur prénom, c'est moi et les lofters. Ouais. Alors que tous les autres ont eu des prénoms changés. Alors, j'ai trouvé ça curieux. Alors, elle l'a expliqué dans une interview en disant que je ne sais plus ce qu'elle a dit. Je ne sais pas comment on peut justifier. Elle a justifié que la prod en dehors c'était fictionné et que le loft c'était la réalité. Il aurait pu m'appeler Vincent Cardou. Mais bon. Mais ça correspond ou pas à ce qui s'est passé en gros, on va dire? Non, en très gros, il y a tous les éléments. Après, il y a des choses qui ne sont pas arrivées à ce moment-là, mais qui sont arrivées plus tard. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a, je pense que 90% de ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Hein. Vous étiez où, vous, au moment de la scène de la piscine? J'étais chez moi. Figurez-vous que j'étais chez moi et que on a eu donc. Faut quand même rappeler que moi j'ai lancé ce programme dont on m'avait dit qu'il était culturel, sociétal et chic. Ce qui est expliqué au début d'ailleurs. Ce qui est expliqué au début. Et c'est vrai que moi on m'a vendu ça comme étant vraiment un programme. Et rappelez-vous mon bonjour que j'allais repasser moi à la radio, c'est que quand je dis bonjour, j'ai pas le droit aux applaudissements. Je fais un monologue qui dure 1 minute 30 où j'explique il y aura un avant, un après, un truc c'est sinistre mon bonjour. On peut pas faire plus sinistre. Mais parce que on était dans une dimension sociétale. Ça a duré 3 jours. Et donc, ça a duré 3 jours. La semaine d'après, c'était le feu. Et en fait, moi, je suis chez moi. Et moi, j'avais bien sûr, comme tout le monde, le canal 24/24 de TPS. Et j'ai pas regardé ce soir-là, et j'ai un coup de téléphone qui me dit « Allô ?» Je dirais pas qui, il me dit « Ça y est, ils ont baisé. » Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est vrai que c'est ce qui était attendu. C'est ce qu'on voit dans la série. Et c'est vrai qu'après ça, il y a eu un déferlement et que... alors, moi, ce que j'ai par contre pas vu, ce qui est très clair dans la série, c'est que moi, j'étais, et heureusement d'ailleurs, merci à eux, merci à la chaîne et merci à la production, j'ai été épargné de tout ce qui se disait autour. Heureusement, moi j'étais sur Europe 1 à l'époque, l'après-midi, donc j'avais une vie monacale, on venait me chercher, on m'emmenait à la radio, on m'emmenait au studio, on me ramenait chez moi, je voyais rien, on me cachait les unes de magazines, donc et je pense que c'était nécessaire. Et quand vous regardez la série, vous dites pas Loana n'a été qu'un objet? Mais c'est ce qu'elle a été. Si on est très honnête, Loana, c'est un instrument, c'est un instrument de la réussite de cette émission. Elle n'est qu'un pion parmi le reste, mais elle a du rôle à la télévision. On va pas s'offusquer du fait que... vous n'avez pas de... Comment? Vous regrettez, vous n'avez pas de regret par rapport à ça? J'ai un regret, moi j'ai aucun regret par rapport au Loft. J'ai un regret, c'est que je pense qu'on aurait dû les accompagner et les soutenir plus après à la sortie. Mais encore une fois, à décharge pour les producteurs, même pour moi et pour la chaîne, c'est qu'on ne savait pas ce qu'on avait entre les mains. C'était vraiment, quand on a lancé ça, on était des apprentis sorciers. Hein. Donc ça nous a totalement échappé. Le pseudo dans la série, il raconte cette pseudo-maîtrise du format. Mes fesses, il n'avait aucune maîtrise du rien. On subissait. En même temps, aussi on le voit bien, parce qu'on voit qu'ils se rendent compte que ça va pas, et c'est Loana en fait qui déclenche, effectivement, et Jean-Édouard qui déclenche en fait. Donc après, on aurait dû, je pense effectivement, soutenir plus et rester plus proche de. Vous êtes resté en contact avec certains d'entre eux? Moi, je suis resté en contact avec Julie, avec Stevie et avec Delphine. Voilà. Mais on s'est recroisés, etc. Mais voilà. Et Loana, non. Loana, d'abord, à décharge, Loana, quand elle sort du Love, c'est Marilyn Monroe. Oui, c'est une star. Hein. C'est une star gigantesque. Elle est sur les défilés de mode. Elle est engagée par Jean-Paul Gaultier. Elle fait un best-seller. Elle en vend 1,5 million. Elle est partout. Elle est par Mons et par Vaux. Donc elle est totalement. Elle lance sa collection. Elle chante. Elle fait des calendriers. Elle est totalement inaccessible. Donc en fait, elle est partie comme ça sur orbite.
Et après, là où je pense qu'on a eu peut-être un peu tort, on a un peu oublié tout ce qu'elle avait apporté et rapporté à la chaîne et à la production, c'est que quand ça a commencé à aller mal pour elle, j'aurais préféré qu'on lui tende la main, ce qui n'a pas forcément été fait. Je crois que ça a été fait plus tard, mais sur le moment, peut-être pas assez, en tous les cas. Ouais. Et alors, quand vous voyez l'image d'Alexia Laroche-Joubert, est-ce qu'il faut être aussi tordu pour faire de la production et de la télé? Parce qu'elle est quand même très tordue dans la série, et on voit quand même la guerre aussi entre Patrick Lelay et Nicolas Taverneau. Alors ça, je peux vous dire que ça, j'ai eu les deux versions, et je peux vous dire que c'est strictement la vérité. C'est que ils se sont mis d'accord sur un pacte de ne jamais faire venir la télé-réalité. Qu'à peine ils s'étaient mis d'accord sur ce pacte que Lelay signait Koh-Lanta, à l'époque Survivor, et que quand Taverneau a appris ça, tellement furibarde qu'il a rappelé Courbet pour dire je prends Big Brother. Voilà, ça c'est la vérité vraie. Et après, il est redoutable, Lelay. Hein. En même temps, Lelay, je vous rappelle qu'il était quand même pas réputé pour être d'une immense tendresse. Non. Et voilà, c'est pas un monstre chaleur humaine quand même. Il fait qu'il n'y ait plus de pub, il fait qu'il n'y ait plus. Mais rappelez-vous, là pour le coup, ce qu'il y a dans la série est vrai. TF1 est passé de 45% de part de marché, 50 ménagères, à 23 et à 4 en ménagères. Et nous, on faisait 94% sur les 15-24. Donc on les a écrasés. Pour lui, c'était terrible. C'est vrai que vous avez été choisi un peu la dernière roue du carrosse. Ah oui, vraiment. Tout le monde avait refusé avant. Comment? Vous le saviez? Non, bien sûr que non. Mais tant pis, merci. Merci à ceux qui ont refusé. Ils m'ont rendu service. Ouais. Mais moi j'étais tout jeuneau. J'avais 29 ans, 30 ans. J'étais déjà en train de divorcer. C'était compliqué dans ma vie. Je m'accrochais à ce que j'avais comme boulot. Vous arriviez d'où, de chez Drucker, ou vous étiez déjà à TF1. Mais non, j'étais à TF1. Ah non, vous étiez à TF1, oui. Mais d'ailleurs, dans les phrases qu'il aurait pu y avoir dans la série culte, c'est que ils ont quand même M6 a quand même débauché. Moi, j'étais en place à TF1. Et en fait, là, pour la petite anecdote, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Moi, quand M6 me contacte pour passer de TF1 à M6, et à l'époque, M6, on est à 12, 13, 14, 15%, 16% les jours de grand vent. On est d'accord. Donc moi, je me pose vraiment la question de quitter la chaîne numéro 1 en Europe à 45% pour aller sur la petite chaîne qui montait, mais quand même pas très vite. Donc j'ai évidemment hésité. Et quand ils me disent qu'il faut signer le contrat, j'ai dit attendez, je voudrais quand même aller voir TF1 pour leur dire dans les yeux que je m'en vais. Donc j'ai appelé Étienne Moujotte pour avoir un rendez-vous. On m'a dit dans 3 semaines. J'ai dit moi mon œil ça sent la carabistouille. Je suis retourné signer mon contrat. Et ils m'ont rappelé pour me dire excusez-nous c'est une erreur, venez demain à 9h. Et j'avais signé mon contrat. Donc j'étais comme ça, je peux vous dire, devant Étienne. Et je lui ai dit Étienne c'est pas grave, voilà la route est longue, je pourrais revenir à TF1. Il m'avait dit quand on quitte TF1 on ne revient jamais. Voilà. Alors on a un débat avec Valérie Expert que je vais vous demander de trancher. Vous êtes le juge de paix. Je vous en prie, j'adore être juge de paix. Voilà, soyez juge de paix. Valérie pense que Alexia Laroche-Joubert se donne une bonne image dans cette série, et moi je trouve qu'elle se donne une mauvaise image. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on est entre les deux. Je pense qu'elle n'est pas aussi machiavélique qu'elle veut bien se décrire. Parce que d'abord c'était un bébé producteur à l'époque, donc il y avait dans l'équipe beaucoup plus machiavélique qu'elle. Elle a repris à son compte ce qui a été fait par certains, oui bien sûr, évidemment. C'était là-dessus. Oui. C'est là-dessus où j'étais un peu plus sceptique, c'est-à-dire que c'est la grande Manitou dans l'émission, c'est elle qui fait le loft. Non, je pense qu'il y avait qu'un seul Manitou vraiment dans cette émission et qu'il a vraiment tenu de main de maître, c'est Stéphane Courby. Tout le monde le sait, mais c'est pas très grave. Stéphane n'a jamais voulu apparaître, donc et c'était une façon bien sûr de faire de ce personnage quelque chose de plus fort, mais elle était là, Alexia, et comment elle était là? Il y avait Courby et il y avait Angela Laurent, bien sûr. Vous y êtes revenu à TF1? Oui, je suis revenu finalement à TF1. Comme quoi. Voilà. Mais bon, et ça vous manque la télé? Ça commence à me titiller un peu, Mais bon, mais là, moi je vous trouve, pour vous avoir reçu plusieurs fois, je vous ai jamais vu aussi en forme et en aussi bonne santé. Écoutez, je sais pas si vous êtes médecin, mais bon, c'est vrai que, en fait, moi, vous savez, j'ai une hygiène de vie très particulière. Je vais au sport 6 fois par semaine. Après la radio, je me couche tôt. J'essaie de pas trop picoler, de pas trop bouffer. De pas trop bouffer, c'est sûr que non. Oui, ça maintenant, on vous envoie des cartons. Je suis obligé. Oui, vous êtes obligé. mais non, mais je suis peut-être en vieillissant, c'est là, je suis assez.
Assez, ouais. Plus apaisé. Je suis assez ouais, apaisé. Je sens plus apaisé. Je suis assez apaisé. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand on vous croise? On vous parle de quoi? Comme de j'aime. Comme j'aime, ouais. Ah ouais. Ça marche vraiment? Oui, c'est ça. Ça marche vraiment comme j'aime. Oui, ça marche comme j'aime. Mais bon, après, moi, honnêtement, ça me dérange pas. Je dis toujours que Clooney, on lui parle du café. Maman, on parle de comme j'aime. C'est pas très grave. Il faut lire votre livre. Et si tu devais ne plus m'aimer, Benjamin Castaldi, ça paraît aux éditions du Rocher. Justement, c'est bien en ce moment voilà, ça sort aujourd'hui. Cette petite tranche, enfin cette très importante tranche de vie de Marilyn Monroe. Et ses conséquences. Et ses conséquences. Enfin, tranche de vie plutôt de Simone Signoret sur la fin de sa vie, qui raconte cet épisode tragique pour elle et fondateur, vous l'avez dit, de cette relation que Montand a pu avoir avec elle. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant pour continuer avec les débats.